Bonjour, Média en scène. Je suis désolée de ne pas être avec vous. Je suis dans une chambre d'hôtel à Philadelphie. J'aimerais beaucoup mieux être en France. Je m'appelle Claire Waddell. Je suis directrice de First Draft et je vais vous parler des désinformations concernant le COVID et ce que nous avons appris, les tendances que nous avons observées, les erreurs que nous avons faites et qui ne sont pas à reproduire. J'espère que cela va vous intéresser. J'ai quelques exemples. Beaucoup d'entre vous vivent cela en vrai, donc vous allez vous reconnaître et nous allons pouvoir réfléchir ensemble sur ces 18 mois passés qui ont été très difficiles. Tout d'abord, il y a 4 tendances que je voudrais évoquer. Tout d'abord, le contenu de la conspiration est maintenant vraiment dans le mainstream, dans les informations. Il y a toujours eu ce type de contenu, mais on ne le voyait pas tellement. Et maintenant, on le voit vraiment en plein devant nous dans les conversations familiales, sur Facebook et même sur les graffitis dans les rues. Deuxièmement, les applications de messages, WhatsApp, Signal, Telegram, Messenger, toutes ces applications deviennent les véhicules de la désinformation. Donc, ce sont des espaces fermés avec des groupes plus petits, de 6 à plusieurs. Ça peut être des groupes de famille, par exemple. Ce sont des espaces où les désinformations circulent. Et le problème, d'un point de vue du journaliste ou du point de vue d'un vérificateur de faits, c'est comment est-ce que nous pouvons passer du temps dans ces espaces, comment est-ce que nous pouvons écouter la manière dont les rumeurs circulent, pas uniquement sur Facebook, mais comment est-ce que la rumeur circule autour de la table familiale, par exemple. Cela nous permet pourtant de comprendre les rumeurs et comment nous pouvons les freiner dans les espaces qui ne sont pas forcément accessibles. Troisièmement, la désinformation est de plus en plus visuelle, c'est beaucoup plus professionnel d'aspect. L'an dernier, il y avait la vidéo Plan d'amis qui ressemble à un documentaire de Netflix. Et TikTok, depuis 18 mois, est devenu quelque chose d'extrêmement populaire avec des petites vidéos, encore une fois, qui sont des véhicules de la désinformation, difficiles à surveiller. Nous n'avons pas les mêmes techniques pour suivre ces médias. Donc, c'est une tendance importante aussi. Et enfin, la désinformation, la polarisation, les discours de la haine continuent à se rejoindre. Donc, les personnes profitent des divisions entre nous, car la santé, la politique maintenant se rejoignent et les personnes parlent du vaccin, du masque. Il ne s'agit pas de la vérité ou des faits, il s'agit d'une identité. Et c'est cela qu'il faut garder à l'esprit, que ces discours polarisés et polarisants en fait, ont empiré la situation des désinformations. La pandémie aurait pu nous rapprocher, mais en fait, c'est le contraire qui s'est passé. Donc, il faut comprendre ce phénomène lorsque nous pensons à l'atténuation de la désinformation. Il s'agit bien de plus autre chose que du vrai ou du faux. Il s'agit vraiment de l'identité. Donc, on va essayer de comprendre le pouvoir des histoires. Quand les personnes souhaitent partager des informations, ils vont dire, est-ce que Facebook aurait dû garder ça? YouTube, est-ce qu'il aurait pu laisser ça en ligne? Il faut comprendre comment ces contenus créent une histoire plus large. C'est comme ça que nos esprits travaillent, c'est comme ça que nous faisons sens. Donc, au lieu d'attaquer un contenu individuel, il faut penser dans l'ensemble comment est-ce que les personnes comprennent le monde. Donc, il y a eu un rapport publié sur la vaccination et comment les gens en parlaient. Nous ne regardions pas seulement les désinformations, mais comment est-ce que les gens parlent, discutent autour du vaccin. Et ce que nous avons identifié, c'est
6 narratifs, donc développement, provision, accès, l'efficacité, la sécurité, la nécessité, est-ce que ça marche, est-ce que c'est sécurisé, les motifs économiques et politiques, la conspiration, une histoire en elle-même, est-ce qu'il y a en secret des personnes qui cherchent à nous obliger, la liberté et enfin la religion et la moralité. Donc ceux qui connaissent les États-Unis ne sont pas surpris d'apprendre que dans la langue anglaise, qui est aux États-Unis, au Canada, en Australie, etc., mais on a surtout parlé de la liberté. Il ne s'agissait pas de savoir si le vaccin marchait, s'il était sûr, il s'agissait de ma liberté. Et au mois de novembre, c'était comme ça que les gens pensaient au vaccin. Et il y a eu donc le refus de l'obligation de la vaccination. Il s'agit de la liberté. En France, c'était plus des motifs politiques et économiques. Et en Espagne, c'était la moralité et la religion. Donc, c'est intéressant de voir au prisme des différentes cultures et des différentes langues. Tout le monde ne raconte pas la même histoire, mais c'était une des manières de nous permettre de comprendre comment est-ce que les gens pensaient le vaccin et pas uniquement de s'attaquer à tel ou tel morceau de désinformation. Donc, il y a un jeu en fait en anglais qui s'appelle taper la taupe. Il s'agit donc d'attaquer ce qui émerge à un moment donné et de ne pas prendre conscience de l'ensemble de la situation. Alors, ici, nous avons une en-tête dans un journal où les tweets qui, en fait, ridiculiser les théories de conspiration ont pu amplifier au contraire ces théories. Effectivement, si on ignorait, si on ne faisait pas attention à ces rumeurs, il n'y aurait pas l'oxygène et puis il circulerait moins. C'est facile de se moquer des conspirationnistes, mais toutes les recherches scientifiques nous montrent que si on se moque des conspirationnistes, ils vont au contraire se renforcer dans leurs croyances. Donc la façon dont nous parlons des rumeurs et des désinformations est critique lorsque nous voulons penser à l'atténuer ou bloquer ces désinformations. Donc, il s'agit de voir comment est-ce que nous écrivons les titres des journaux. Ici, le titre « Est-ce que le 5G va nous tuer tous ?» Ça, c'est formidable comme titre. Évidemment, le journaliste va attirer un lectorat avec ça. Mais souvent, on voit que la rumeur est rapportée dans l'entête du journal et dans le monde des médias sociaux, les gens vont en fait passer vite sur les informations et donc c'est le titre qui va attirer le jeu. Et donc souvent, ce sont des pratiques irresponsables. Il faut reconnaître que c'est un motif économique pour écrire des titres de presse qui vont attirer des clics. Et cela crée des contenus qui donc encouragent les rumeurs plutôt que des vraies informations. Voici un autre exemple. Là, je n'essaie pas de pointer du doigt qui que ce soit, mais quand vous écrivez un contenu, c'est facile de mettre en exergue les rumeurs. Donc ici, vous avez ce qui est en gras. Ça, ce sont des rumeurs, ce sont des fausses informations. Et les chercheurs en psychologie nous disent que si nous regardons quelque chose rapidement, nous allons nous fixer sur les informations fausses. Car ici, la vraie information est dans une police moins grande et n'est pas en gras. Donc, il faut faire attention à la manière dont nous expliquons les informations. C'est critique. Et la plupart des journaux, des médias, n'ont pas une formation sur cette question. Pareil pour l'OMS ou la CDC ou les autorités sanitaires ou les agences du gouvernement. Nous devons former les personnes à la science de l'atténuation de l'impact des désinformations. Voici un exemple d'un journal au Texas, mais on voit ça partout. Ils cherchent à attirer leur lectorat. Pareil pour la radio, pareil pour Facebook et Twitter. On pose une question. Alors, en
1996, poser des questions n'était pas vraiment un problème, car on avait un média professionnel, quelqu'un qui vérifiait, les gens téléphonaient. Si quelqu'un téléphonait avec une théorie de la conspiration, il passait pas à la radio, par exemple. Mais maintenant, regarde Newscat San Antonio, la question est-ce que nous pensons que nous devrions montrer des documentations sur la vaccination COVID aux personnes qui s'apprêtent à rentrer dans les centres commerciaux. Mais ce qui s'est passé, comme c'était une question de poser, il y a plein de conspirationnistes qui sont entrés dans le dialogue et qui ont posé des liens. Et donc, cet espace est devenu un véhicule pour les théories de conspiration. Ils ont donc profité de l'audience de cette chaîne de télévision à San Antonio. Donc, il faut toujours penser comment est-ce que mon contenu peut être détourné. Et il faut, hélas, que les agences de presse et les agences du gouvernement pensent à cela maintenant. Et je veux notamment souligner le fait que tout le monde est très préoccupé par la désinformation ou la mésinformation. Et c'est bien, mais n'oubliez pas que la désinformation, l'information fausse n'est pas la fin du modèle. Cette information, cette mésinformation émerge lorsqu'il y a un vide. Et ces vides, ce sont les espaces où les théories de la conspiration vont pouvoir proliférer. C'est-à-dire qu'il y a un déficit de données. Quand les personnes cherchent des réponses à leurs questions et ils ne trouvent pas des bonnes informations parce que c'est perplexe, ça les laisse perplexes, il y a absence de bonnes données. Et sur le COVID-19 et les vaccins, il y a eu beaucoup de personnes qui ont des questions assez valides. Voici quelques questions que j'ai identifiées. Qu'est-ce le mRNA? Est-ce que le vaccin peut provoquer une infertilité? Si c'est sûr, pourquoi est-ce qu'il y a des protections d'indemnification pour les vaccinés en Angleterre? Donc, ce sont des questions qui sont valables. Et si on ne répond pas à ces questions, nous qui avons les faits, on va avoir les réponses en forme de mimes des conspirationnistes. Ils vont engager les personnes qui vont avoir l'impression de participer à quelque chose. Donc, il faut bien comprendre où sont les déficits de données. Il faut fournir les vraies données avant que les conspirationnistes ou ceux qui véhiculent les désinformations occupent l'espace. Car on peut imaginer l'information, c'est une sorte de supply chain, une chaîne de fournisseurs avec la désinformation en bout de chaîne. Il faut reconnaître que les personnes qui travaillent dans notre système d'information, c'est quelque chose de hiérarchique, mais c'est passif. Moi, je dois écouter telle ou telle personne et recevoir tel message et j'y crois. Mais l'autre écosystème où vit la désinformation, c'est un système participatif où les personnes sont engagées, on leur demande de partager les informations, ils peuvent faire même leurs recherches. Donc, il y a une vraie participation, ce n'est pas un système hiérarchique. Vous entendez une information lorsque vous jouez au golf, et ces informations vont faire un ricochet avec les informations du président, du ministère, etc., du médecin. Donc, notre système, notre approche linéaire passive ne marche plus, car eux, ils ont un système qui est engageant et qui est participatif. Et cette approche-là marche à fond. Il faut donc aussi apprendre aux gens ce à quoi ils doivent s'attendre. Il faut leur faire comprendre, non pas à identifier telle ou telle rumeur spécifiquement, mais comment est-ce qu'ils peuvent identifier une rumeur, comment ils peuvent faire leur propre recherche. Quelqu'un comme John Cook a fait une recherche sur ce qu'il appelle le pre-bunking ou l'inoculation, c'est-à-dire d'apprendre les gens quels sont les titres de presse, les tactiques qu'ils peuvent rencontrer. Et il montre dans sa recherche que c'est une manière très efficace de permettre aux gens de mieux identifier les fausses informations. Donc, il dit qu'il a trouvé que le fait d'expliquer les techniques de désinformation a neutralisé les désinformations sans parler des faits précis. Qu'on soit conservateur ou progressiste, personne ne veut qu'on lui ment avec les techniques de désinformation. Donc, il faut parler à la prévention.
Il faut parler, oui, bien sûr, il faut de la vérification des faits, mais il faut faire tout ça bien en amont et pas attendre pour faire ça une fois que la désinformation existe déjà. Il faut aussi réfléchir à la façon dont les gens gagnent de l'argent avec la désinformation, avec les cagnottes, avec la publicité sur l'Internet. Et il faut aussi parler de la manière dont les personnes utilisent la désinformation à des fins politiques ou personnelles. Et enfin, il faut expliquer pourquoi il y a des personnes qui font ça uniquement pour se sentir une connexion avec les autres. Et si vous faites ce type de formation, cela va être efficace. Ici, on voit qu'un financeur anti-vaccin gagne des milliards avec des remèdes dits naturels. Donc, il faut permettre aux gens, par exemple, de décrypter un tel titre. D'abord, se poser la question, pourquoi est-ce que ce titre a été publié? Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Et il faut aussi écouter les gens parce qu'ils ont des préoccupations et c'est quelque chose qui ne se passe pas actuellement. Voici quelque chose écrit par une amie de la faculté. Son mari est mort à 33 ans d'une tumeur au cerveau et elle a écrit un article pour dire j'avais besoin d'explications. Et donc, je suis devenue conspirationniste pendant un temps car elle souhaitait désespérément savoir ou avoir une explication sur la mort de son mari. Donc, au lieu de rire, au lieu de moquer, au lieu de secouer la tête, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui est le moteur pour ces personnes qui participent à la conspiration. Parce que ce que nous faisons actuellement nous mène qu'à davantage de division, de polarisation. Et enfin, voici les 9 barrières psychologiques qui ont amené des gens à refuser le vaccin ou à avoir une hésitation. Nous avons parlé de problèmes de compréhension ou de désinformation. Là, c'est un manque de données, mais les autres raisons pour lesquelles les personnes n'acceptent pas les messages du vaccin, ça peut être la peur de l'aiguille ou le fait qu'ils ont l'impression que les institutions les ont rejetés dans le passé, notamment les personnes de couleur qui ont déjà rencontré des problèmes d'équité au sein du système de santé. Et pourquoi est-ce qu'ils auraient confiance maintenant? Ou la fatigue de la pandémie avec tous ces variants, rien ne va changer, ou éviter le conflit, ils préfèrent ne pas y penser. Donc oui, il faut penser à la désinformation, bien sûr, mais il faut aussi tenir compte de toutes les autres raisons qui provoquent le refus du vaccin. Et c'est là qu'il y a des déficits de données. Si on écoute les gens, si on les comprend, on va pouvoir fournir les informations nécessaires. Donc, il ne s'agit pas uniquement de désinformation. Il ne faut pas penser à Bill Gates et les puces, tout ça qui va être un moteur des clics et tout ça. Il faut penser à l'information dans un écosystème entier avec les médias, le CDC, l'OMS, les autorités. C'est nous tous. Et il ne faut pas simplement pointer du doigt Facebook et les trolls, car le problème, c'est l'écosystème d'information dans sa globalité. Merci beaucoup de votre attention.